Alors, cette année, on m'a confié un autre sujet, c'est de parler du sujet âgé. Au fait, de qui on va parler? Donc, selon l'OMS, donc c'est les patients qui ont plus de 65 ans, alors qui ont des problèmes, c'est-à-dire qui ont d'autres comorbidités, on va les considérer comme des personnes âgées. Sinon, si une personne a bien vieilli, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autres problèmes, bien sûr, d'autres pathologies, on va dire qu'elle est âgée au-delà de 75 ans. Avec ces chiffres-là, vous avez vu que j'ai mis diabète avec S. On va se retrouver avec plusieurs types de diabète. Et un quart des patients au-delà de 65 ans vont se retrouver diabétiques et aussi la moitié en état de prédiabète. J'ai dit plusieurs types, formes de diabète. Oui. Est-ce que c'est des diabètes récents non compliqués, des diabètes de découverte récente, mais déjà compliqués, Comme vous le savez, on peut tomber sur un diabète récent, mais déjà avec des complications, que ce soit micro ou macrovasculaire. Des diabètes anciens, insulino-requérants, compliqués. Des diabètes de type 1 qui sont anciens, ils ont diabète depuis l'âge de 18 ans, 20 ans, mais ils vont vieillir ces gens-là. Donc là, ça devient très compliqué. Et je reviens à l'étude dont il a fait allusion tout à l'heure. Est-ce que on va rester focalisé sur cette classification de diabète, diabète type 1, diabète type 2, diabète type 1 lent, ou bien on va revoir cette classification pour dire qu'il y a des diabètes qui sont modérés, liés à l'âge, il y a des diabètes qui sont au contraire, qui sont sévères, auto-immuns, des diabètes qui sont sévères, insulinopéniques, des diabètes qui sont sévères, insulino-résistants. Et chez les personnes âgées, regardez, on vieillit, et quand on vieillit, c'est beaucoup plus de diabètes qui sont difficiles. Regardez, l'immense majorité des patients vont se retrouver avec des diabètes qui sont difficiles à gérer. En plus du diabète, en plus de tout cela, ces patients-là, il y en a qui sont hyperactifs, il y en a qui vont bien vieillir, donc c'est pas parce qu'ils ont 70 ans, parce qu'ils ont 75 ans qu'on va les classer comme personnes âgées, on va dire non, on va rien faire. Il y en a d'autres qui vont devenir dépendants même à l'âge de 60-65 ans. Donc on va faire bien sûr le tri, comment gérer ces patients-là au-delà de 65 ans. Toujours, il y a des cas, il y a des problèmes, il y a des situations particulières. Attention aux hypoglycémies. Que ce soit des jeunes ou des personnes âgées, vous le savez très très bien que l'hypoglycémie peut être fatale. Attention, attention aux hypoglycémies. Les personnes âgées ont des difficultés, bien sûr, motrices, donc attention à leur mobilité, attention au déclin, bien sûr, cognitif, parce que d'ailleurs, on va le voir, les recommandations américaines préconisent, bien sûr, d'évaluer la fonction cognitive à partir de 65 ans, dès bien sûr, la première consultation, puis il faut le faire tous les ans. Au statut nutritionnel, c'est des gens qui ne mangent pas comme les autres, qui mangent moins. Quand on vieillit, on mange moins, on commence à perdre du poids. Donc tout cela, il faut le prendre en considération et prendre en considération le choix thérapeutique. Attention aux hypos, je l'ai dit, attention au poids. On a toujours dit il faut baisser le poids des patients diabétiques, surtout de type 2, mais là, c'est des patients qui vont perdre le poids avec l'âge. Donc, attention aux médicaments qui vont encore aggraver cette perte pondérale. Attention aux risques cardiovasculaires. Il n'y a pas que tout cela. Il y a aussi l'état de santé de nos patients. Nous, on s'acharne. Ils ont des comorbidités, on s'acharne sur la thérapeutique, mais évaluer leur espérance de vie. Donc tout cela, on doit le prendre en considération. C'est pour cela qu'il faut, bien sûr, s'aider de cette échelle clinique de fragilité. Vous avez trois grandes catégories. Vous avez la première catégorie, c'est des patients qui sont, bien sûr, en très bonne forme. Donc, ils ont bien vieilli. Des patients ils ont une forme, on va dire, elle est bien, d'autres assez bien, d'autres, ils sont vulnérables. Donc ça, c'est une première catégorie. Vous avez une deuxième catégorie de patients qui sont légèrement fragiles. Après, il y en a qui sont modérément fragiles. La définition, vous l'avez en dessous. Donc ça, c'est une deuxième catégorie de patients. Sinon, vous avez une troisième catégorie de patients qui sont sévèrement fragiles ou très sévèrement fragiles et d'autres qui sont en phase terminale. Donc, votre attitude thérapeutique, vos choix thérapeutiques, ce que vous allez faire avec ces patients va dépendre de à quel niveau, bien sûr, ils sont, bien sûr, concernant cette échelle de fragilité clinique. En plus, et ça vous le savez, nos patients diabétiques, déjà le fait qu'ils soient diabétiques, donc c'est qu'ils ont
beaucoup d'autres pathologies, leur mortalité elle est élevée, ils ont d'autres déficits, ils ont d'autres complications et ils sont fragiles par, bien sûr, ils sont en plus fragiles. Donc c'est un cercle vicieux. Et ça, cette diapo, on la voit tous les ans. On sait que dès qu'on est diabétique, au-delà de 60 ans, on a une espérance de vie qui est amputée de 6 ans. Et en plus, un diabétique avec une complication, il perd au-delà de 60 ans 12 années de son espérance de vie. Donc, votre objectif ne va pas rester que hémoglobine glyquée. On va le voir. Oui, c'est vrai. Quand vous avez des patients qui ont bien vieilli, quand vous avez des patients qui sont en bonne santé, quand vous avez des patients qui ont une bonne espérance de vie, qui ont peu de comorbidité, votre objectif d'hémoglobine glyquée va être 7,5%. D'autres, bien sûr, ils sont plus fragiles. Donc, cela, attention, si vous êtes à moins de 8%, vous êtes dans un excellent équilibre glycémique. Vous n'allez pas, au prix d'hypoglycémie sévère, au prix d'autres complications, aller viser les 7 ou 6,5% d'hémoglobine glyquée. Et d'autres patients, il ne faut même plus voir cette hémoglobine glyquée. Il y a d'autres patients qui sont vraiment fragiles, des patients qui sont dépendants. Donc ces gens-là, vous allez avoir un objectif glycémique. Il va avoir des glycémies de sécurité. C'est-à-dire il va avoir des glycémies qui tournent entre 1 gramme et 2 grammes. Et là, vous n'allez plus voir votre hémoglobine glyquée. Pour faire atteindre tout ça, quelle thérapeutique vous allez utiliser ? Eh bien, vous avez le droit d'utiliser tout l'arsenal thérapeutique dont on dispose. Ce n'est pas parce qu'ils sont âgés que vous allez dire « Non, je ne vais pas utiliser un analogue du GLP-1 ou bien un inhibiteur de la SGLT2 ou bien… » Non, vous avez le droit de tous utiliser, mais juste, bien sûr, il faut choisir et on verra comment. Bien sûr, attention. Quand vous avez des patients chez qui vous prescrivez un analogue du GLP-1, attention au risque digestif, attention à la perte de poids. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des patients qui vont perdre le poids avec l'âge et nous, on l'aggrave. Donc attention, il faut choisir. Attention à la déshydratation quand vous donnez un ISGLT2, au glitazone. Ben, malheureusement, on ne les a pas au Maroc. Et au risque osseux. Attention aussi à certaines insulines et au risque hypoglycémique, etc. Donc, chaque molécule que vous allez choisir, vous allez peser le pour et le contre pour la prescrire à votre patient. C'est pour cela, essayez de favoriser les médicaments qui sont le moins hypoglycémiants possible. Et quand vous donnez des insulines, essayez de donner des insulines les plus plates possibles. Que disent les recommandations? Que ce soit les recommandations américaines, européennes, ou que ce soit les recommandations américaines de 2023, rien ne change. Cette diapo, vous l'avez vu lors de ce congrès plusieurs fois. Le patient reste au centre, bien sûr, des recommandations. Chaque patient est un patient à part, mais bien sûr, il y a les 4 piliers. Il y a la glycémie, il y a la pression, bien sûr la pression artérielle, il y a les lipides, il y a le choix thérapeutique. Donc, si un de ces piliers casse, bien sûr, c'est le château qui tombe. Donc, faites attention, quand vous allez gérer un patient, vous devez le gérer dans sa globalité et non pas se focaliser sur une glycémie. Les recommandations américaines, ils nous disent, et ça c'est clair, évaluez, bien sûr, faites une évaluation psychologique. Vérifiez est-ce que votre patient est capable de se gérer. N'oubliez pas que votre patient n'a pas que le diabète. N'oubliez pas que votre patient n'a pas que les maladies métaboliques. Il a aussi de l'arthrose, il a aussi peut-être, je dis n'importe quoi, de l'épilepsie, de l'Alzheimer, etc. Donc il y a d'autres pathologies. Et dépister. Ça, on l'oublie dans notre pratique. Dépister l'atteinte cognitive dès la première consultation à partir de l'âge de 65 ans et faites-le une fois par an après. Donc ça, c'est important. Vos objectifs, et vous allez voir, vos cibles, malheureusement, ce n'est pas bien lisible, mais je vais le détailler tout à l'heure. Vos cibles ne vont pas être que l'hémoglobine glyquée. Il y a des cibles d'hémoglobine glyquée, il y a des cibles de glycémie préprandiale, des cibles de glycémie postprandiale ou de glycémie de sécurité au coucher. Il y a bien sûr la pression artérielle et il y a les lipides. Donc, votre patient, quels sont vos objectifs? Quand vous avez la catégorie 1, dont j'ai parlé tout à l'heure, les patients qui sont en très bonne forme, qui sont bien, assez bien ou vulnérables, mais qui se gèrent, ils ne dépendent de personne, ces gens-là,
Bien sûr, il faut les considérer comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont 70 ans qu'on va dire non, non, non. Ces gens-là, on va leur proposer les thérapeutiques et suivre les recommandations comme s'ils avaient 45 ans, 50 ans. Donc ça, c'est... Les objectifs, vos cibles glycémiques, ils doivent avoir des glycémies préprandiales entre 0,9 et 1,30. Ils doivent avoir une glycémie, je vais appeler moi de sécurité au coucher, entre 0,9 à 1,50 g. Il faut viser une bonne pression artérielle et s'ils ont besoin d'une statine, ils doivent bénéficier de leur statine. C'est cette catégorie 1. Si jamais elle bascule, s'il y a un événement qui survient, qui se surajoute, à ce moment-là, vous allez reconsidérer vos objectifs parce que ces patients-là vont après passer à la catégorie 2. La catégorie 2, ce sont les patients qui sont légèrement fragiles ou modérément fragiles. Le mot-clé chez ces patients-là, c'est attention au risque hypoglycémique, attention aux médicaments que vous allez prescrire et quand vous les prescrivez, contrôlez bien sûr votre glycémie et toujours ayez ces glycémies de sécurité, c'est-à-dire en préprandial, il faut avoir une glycémie entre 0,9 à 1,50, au coucher, ça, on l'oublie, pour qu'il y ait ce risque hypoglycémique nocturne, des glycémies entre 1 g et 1,80, oui, la statine, s'ils ont besoin, il faut la donner, surtout quand on est en prévention secondaire. La même chose, ces patients-là qui sont de catégorie 2, ils peuvent basculer et avoir un événement qui va se surajouter et ils vont passer à la catégorie 3. La catégorie 3, c'est ces patients-là qui sont sévèrement bien sûr fragiles ou très sévèrement fragiles ou en phase terminale, alors là, on ne voit plus, bien sûr, leur hémoglobine glyquée. Ces gens-là, on a 2 messages. Attention à la déshydratation liée à l'hyperglycémie. Attention à l'hypoglycémie liée au traitement. Donc ça, c'est les 2 messages. Donc, il ne faut pas qu'ils aient des glycémies très élevées pour qu'ils ne se déshydratent pas. Il ne faut pas qu'ils vous fassent des hypoglycémies. Donc, ces gens-là, ils ont comme objectif d'avoir des chiffres glycémiques qui tournent aux alentours de 1 g à 1,80 en préprandial et au coucher, avoir une glycémie entre 1,10 g et 2 g. Donc ça, c'est les messages concernant les objectifs glycémiques. La statine, qu'est-ce qu'elle va leur apporter de plus? Vraiment rien du tout. Donc ces gens-là, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous allez vous focaliser sur, bien sûr, des chiffres de glycémie. Alors, j'ai passé la partie théorique assez rapidement et je l'ai fait exprès parce que je voulais partager avec vous certaines illustrations cliniques. C'est des cas cliniques qu'on va discuter tous ensemble. Alors, le premier cas, vous avez un patient, Rachid, qui a 75 ans, c'est un bon vivant. Il n'a absolument rien de particulier, à part ce diabète qui est apparu à peine depuis 4 mois. Il est déjà traité par metformine. Il n'a aucune autre comorbidité et aucun antécédent particulier. Bien sûr, Rachid, il a une hémoglobine glyquée à 8,2 malgré une metformine à pleine dose et des glycémies qui tournent aux alentours de 1,50 g. Moi, je le dis, dans ma pratique aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'essaie de situer mon patient sur la ligne des recommandations. Les recommandations, c'est vrai, c'est illisible, mais c'est fait exprès. Je dis, Rachid, il est où? Il est où sur ces recommandations? Il est bien portant, il a bien vieilli, il a 75 ans, aucune comorbidité, mais son seul souci, c'est qu'il a un IMC à 34. Il est obèse. Donc, si je le mets dans ces recommandations, qu'est-ce que je dis? Il a 8 et quelques d'hémoglobine glyquée, il est là. Je vais le considérer comme personne obèse. Donc, en plus de sa metformine, je dois lui rajouter un médicament qui va le faire maigrir. Et ce n'est pas parce qu'il a 75 ans que je vais dire non, je ne vais pas lui donner un analogue du GLP-1. Non, au contraire. Je l'ai dit tout à l'heure, ce monsieur, je vais lui donner toutes ses chances pour qu'il augmente encore son espérance de vie et je vais essayer de le faire maigrir en lui rajoutant un analogue du GLP-1, bien sûr, à son traitement.
et l'efficacité des analogues du GLP-1 sur l'obésité, aujourd'hui, elle est clairement prouvée. Et vous avez en bas la sémaglutide, elle est meilleure que la liraglutide, meilleure que du dulaglutide, etc. Vous avez ici l'efficacité sur le poids. Donc ça, c'est juste. C'est pas parce qu'il a 75 ans que je ne vais pas le traiter comme tout le monde. Deuxième illustration clinique. Sihmed, il est où Sihmed? Je ne l'ai pas vu. Alors donc, Sihmed, il est en surpoids, 73 ans, il a une hémoglobine glyquée à 8,8. Lui aussi, il est déjà traité par metformine depuis 3 mois et il a une hémoglobine glyquée à 7,2. Donc, 73 ans, hémoglobine glyquée 7,2, il a un antécédent d'insuffisance rénale avec une clairance à 59. Il est déjà traité par metformine plus règles hygiéno-diététiques. Le même raisonnement. La même chose. Comment il est son équilibre glycémique? Il est excellent. Il a un excellent équilibre glycémique. Est-ce que je vais rajouter quelque chose à son traitement? Normalement, je ne devrais pas. Il est bien équilibré. Mais si je le situe dans les recommandations, il est où? Il a de l'insuffisance rénale. Donc, quand on a de l'insuffisance rénale, pourquoi le priver? Pourquoi le priver? Les recommandations sont claires. Ce n'est pas parce qu'il a 73 ans que je vais le priver, bien sûr, d'empêcher cette détérioration de sa fonction rénale. Donc, indépendamment de mon objectif d'hémoglobine glyquée, lui, il est parfaitement bien équilibré, il est 7,2. Donc, moi, ce n'est plus le problème de diabète qui me dérange chez lui, c'est ce problème d'insuffisance rénale. Donc, indépendamment de mon objectif d'hémoglobine glyquée, je vais lui rajouter dans son traitement un inhibiteur de la SGLT2 pour améliorer sa fonction rénale. D'accord? Donc, ça, c'est une illustration du cas clinique, bien sûr, numéro 2. Donc ça, on en a longuement parlé lors du congrès, donc je le passe. Une troisième illustration clinique. Najat, 82 ans. Najat, elle a un poids qui est normal, voire même faible. Hein. Elle a un IMC à 19. Elle a un diabète depuis 16 ans. Elle a déjà fait un infarctus. Elle a déjà fait un AVC. Elle a même des séquelles motrices depuis 10 ans. Donc, elle a une clairance à 52. Récemment, parce qu'on a entendu parler que ces ISGLT2 vont lui améliorer sa fonction rénale, on lui a rajouté dans son traitement un inhibiteur de la SGLT2. Et qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui comme traitement? Elle a du glyclaside à 120 mg, 1 g de metformine, un inhibiteur de la SGLT2. Bien sûr, elle a une hémoglobine glyquée à 9,2 et elle a 82 ans. Alors, elle est où? Elle est où? Donc, si je prends, bien sûr, ma ligne de recommandation, elle a déjà fait un infarctus, elle a déjà fait un accident vasculaire cérébral, donc logiquement, je vais dire elle est là. Donc, je vais dire la logique d'avoir rajouté un ISGLT2, peut-être elle est logique, mais attention, Najat a 82 ans. Attention, Najat ne peut pas se gérer toute seule. C'est une tierce personne qui l'aide pour, bien sûr, prendre son traitement, etc. Donc, attention aux risques liés au traitement qu'on lui a rajouté. Elle a 120 mg de glyclaside, donc elle a un risque hypoglycémique qui est réel. Elle a un inhibiteur de la SGLT2, donc il y a un risque d'hypotension et de déshydratation qui est réel. Oui, c'est vrai, elle a une clairance à 52. Non, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais tout arrêté. J'aurais arrêté l'ISGLT2, arrêté le sulfamide, mettre une insuline lente et le mieux, la plus plate possible, et peut-être rajouter un inhibiteur de la DPP4 ou bien une répaglinide. Donc, c'est ce que disent au fait les recommandations. Si vous rajoutez une insuline basale, allez-y vers les insulines les plus plates possibles pour éviter bien sûr la prise de poids et surtout éviter les hypoglycémies. Et les recommandations américaines sont très claires. Hein. Croyez-moi, je sais que, bien sûr, c'est illisible, mais croyez-moi sur parole, il faut simplifier l'insulinothérapie chez ces patients-là.
Il me reste 5 minutes pour une dernière illustration clinique. Un monsieur, Mohamed, 66 ans, il est en surpoids, il a un IMC à 28. Il a un diabète depuis 6 ans, il a déjà fait un infarctus, une hémoglobine glyquée à 8,9. Donc, ce monsieur, il est déjà règle hygiéno-diététique plus metformine. La même chose, les recommandations, il me le situe, il a déjà fait un problème cardiovasculaire, donc je me rapproche encore plus. Donc il est logique chez ce monsieur-là, dans son traitement, en plus de la metformine, je dois lui rajouter, bien sûr, il faut le faire, soit un analogue du GLP-1, soit un inhibiteur de la SGLT2. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les preuves de ces molécules sur le plan, que ce soit micro ou macrovasculaire, et surtout AVC et cœur. Maintenant, juste pour conclure, vous avez vu que n'importe quel diabétique, la prise en charge, elle est personnalisée. Et pour les personnes âgées, c'est encore plus. Il faut encore la personnaliser encore plus. Donc, la personnalisation est le premier mot-clé, bien sûr, de mon exposé. Deuxièmement, bien sûr, oui, il y a les ISGLT2, oui, il y a les analogues du GLP-1, et les études sont courtes, mais ils sont positifs. Il ne faut pas priver nos patients seniors de ces molécules, mais juste, il faut choisir le bon patient. Attention aux risques que j'ai dit tout à l'heure. Enlevez cette idée chez les personnes âgées d'avoir une hémoglobine glyquée cible. Attention, regardez l'hémoglobine glyquée, oui, mais regardez également les glycémies préprandiales et aussi les glycémies au coucher. Ma conclusion, c'est 3 mots. Simplifier, simplifier, simplifier et merci.